Bonsoir. Comme vous le savez, nous les jeunes sommes les adultes de demain. Cependant, sommes-nous vraiment prêts à faire face à toutes les responsabilités, mais surtout les dangers qui s'y raccrochent? Sans vouloir être pessimiste, je crois que nous manquons sérieusement d'expérience et de savoir-faire. C'est totalement normal, puisque nous sommes encore jeunes. Dans les librairies, vous trouverez probablement des livres qui indiquent comment faire pour survivre dans les montagnes enneigées, dans les forêts tropicales ou même dans la faune asiatique. Mais aucun livre n'indique comment faire pour survivre dans la jungle urbaine quotidienne. J'ai donc écrit un guide qui comporte 15 techniques et astuces qui faciliteront notre survie dans ce qu'on appelle la vraie vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous en présenter seulement 7, parce que j'ai pas le temps. Il faut savoir qu'il y a des signes avant-gardistes de l'arrêt cardiaque. Ils peuvent se faire ressentir 1 mois jusqu'à 1 heure avant l'arrêt cardiaque. Par exemple, il peut y avoir des douleurs intermittentes au thorax qui peuvent se propager jusque dans le dos, le bras, les épaules, mais aussi le cou, la mâchoire et les dents. Quelques jours avant l'arrêt cardiaque, la personne peut avoir de la difficulté de respirer ou même avoir des palpitations. Aussi les 3 E à souvenir: essoufflement, étourdissement, évanouissement, qui peuvent être des signes avant-gardistes d'un arrêt cardiaque. Après qu'une personne ait perdu conscience, les signes d'un arrêt cardiaque sont arrêt de la respiration, absence de mouvement, de pouls et de réaction lorsque l'on effectue le RCR. La solution est bien évidemment d'appeler le 911 et de faire le RCR. Si vous êtes plus que 2 personnes, une personne peut s'occuper d'appeler le 911 pendant que l'autre fait le RCR. Mais comment faire le RCR? Pour faire le RCR, vous devez étendre la personne sur le dos, mettre vos mains l'une par-dessus l'autre. Il faut que vous appuyez très fort et rapidement au centre du thorax. Répétez au rythme de 100 pulsations par minute. À chaque 30 pulsations, vous devez faire le bouche à bouche avec la victime. Comment faire le bouche à bouche? C'est très simple. Vous devez ouvrir la bouche de la personne, pincer son nez afin de bloquer cette sortie d'air. Vous devez ensuite souffler de l'air dans la bouche de la personne. Ne soyez pas timide, la vie d'une personne est en jeu. Si la personne se met à tousser et ou respirer avec difficulté, encouragez-la à se pencher et à tousser. Par contre, ne donnez pas de tape dans le dos. Si le visage de la personne devient bleu, qu'elle émet un sifflement ou qu'elle vous démontre qu'elle ne peut clairement plus respirer, vous devez appliquer la technique Heimlich. Pour faire la technique Heimlich, vous devez vous mettre derrière la personne, prendre votre main et en faire un point, le déposer juste au-dessus du nombril de la personne. Vous devez mettre votre autre main sur le point. Vous devez ensuite enfoncer votre poing dans le ventre de la personne et faire 5 pressions brusques vers le haut. Répétez ces 2 étapes jusqu'à ce que l'objet soit sorti, que la personne se mette à tousser énergiquement ou qu'elle tombe inconsciente. Si jamais elle tombe inconsciente, appelez le 911, bien évidemment. Une hémorragie est un saignement continu dû à une plaie. Appliquez un linge propre sur la plaie et tenez-le fermement. Si le linge s'imbibe de sang, ne l'enlevez pas, mais rajoutez-en un autre. Mettez un bandage autour du membre où se trouve la plaie, sauf si la plaie se trouve au cou, bien évidemment. Si la peau sous le bandage devient bleue ou froide, ou que la personne ressent des picotements, ça signifie que le bandage est trop serré. Il faut bien évidemment le desserrer. Parlons maintenant de l'empoisonnement par inhalation. C'est lorsque quelqu'un renifle un poison. Il y a plusieurs signes qui peuvent démontrer qu'il y a eu empoisonnement par inhalation. Par exemple, le tour de la bouche bleue, le visage qui prend des teintes de rouge, irritation au niveau du nez, de la gorge ou même des yeux, toux, manque de souffle et vertige. La personne peut aussi perdre connaissance. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. La solution à ce type d'empoisonnement est très simple. Il faut amener la personne à un lieu où il peut respirer de l'air frais et appeler le centre anti-poison. Poursuivons maintenant avec l'utilisation d'un extincteur. Mais pour tout ce qui brûle, je vais faire appel à mon collègue, Christophe. Merci. Bon, l'utilisation d'un extincteur est extrêmement simple. Mais dans les situations de danger, c'est un peu plus complexe de lire les instructions et de bien les comprendre. Voici donc comment on utilise un extincteur. Il faut tirer sur la goupille et appuyer sur la poignée. Comme ça, l'agent d'extinction va sortir. Ensuite, il faut viser de gauche à droite vers la base du feu pour faire éteindre le feu. C'est tout simple. Si vous avez raté la première étape, il se peut que vous soyez brûlé. N'oubliez pas qu'il faut appeler le 911 si la brûlure empêche la personne de respirer, la brûlure s'étend sur plus d'une partie du corps, la brûlure affecte les mains, les pieds, la tête ou les parties génitales, la brûlure est profonde, la brûlure est causée par des chocs électriques, des produits chimiques ou une explosion.
Demandez de l'aide si la brûlure est de plus de 5 cm ou couverte d'ampoule. Dans le cas d'une brûlure par la chaleur, il ne faut surtout pas enlever les vêtements qui seraient collés à la peau s'il y a lieu. Il ne faut pas toucher aux ampoules. Vous devez mettre la partie brûlée dans de l'eau froide pendant 15 minutes. Ensuite, appliquez un pansement sec, propre, mais non adhésif. Il n'est pas nécessaire de se rendre à un garage pour changer un pneu. De plus, lors d'une crevaison, il est fort probable que vous ne soyez pas près d'un garage. Afin de s'assurer que la voiture ne roule pas pendant qu'on pose les chandelles, il faut mettre la voiture de niveau. Il ne faut pas que la voiture soit en marche et il faut enclencher le frein de stationnement afin d'être sûr que la voiture ne bouge pas. Ensuite, dévissez les écrous partiellement, pas au complet. Ensuite, il faut placer un jack, un cric, un levier, comme vous voulez, sous la voiture afin de la surélever. Il faut donc choisir un endroit solide du véhicule. Tous les endroits solides, c'est-à-dire où on peut mettre des chandelles ou un levier, sont répertoriés dans le guide de la voiture. Il devrait y avoir des indications sur la voiture, mais il est toujours mieux de consulter le manuel. On doit ensuite poser des chandelles sous le véhicule afin de s'assurer que le véhicule reste surélevé. Les meilleurs emplacements seront aussi indiqués dans le guide de la voiture. Vous devez ensuite complètement dévisser les écrous. Il est très important de ne pas les perdre. Ensuite, levez la roue et tirez-la vers vous afin de l'enlever du moyeu. Posez ensuite la roue que vous devez installer sur le moyeu. Il serait idéal que la surface où le moyeu et la roue se touchent soit propre. Maintenant, placez et serrez les écrous à la main. Ensuite, prenez un jack pour lever la voiture et enlever les chandelles. Vous pouvez ensuite rabaisser la voiture. Serrez maintenant les écrous complètement en faisant la forme d'une étoile à 5 branches afin que les écrous soient placés uniformément. Serrez à la main au début et finissez avec une clé. Ainsi, la roue du véhicule est changée. Ces techniques seront utiles à bien des jeunes lorsqu'ils atteindront le stade de la vie autonome, lorsqu'ils ne seront plus encadrés ou aidés par leurs parents. Ces techniques peuvent aussi être utiles à un bon nombre d'adultes. Si vous désirez le guide de survie dans la vraie vie, vous pouvez en prendre un en sortant de la salle ou tout simplement me le demander. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ma vidéo et j'espère que ces conseils vous seront utiles. Au revoir.